Quand les détectives ont enfin découvert le site d'inhumation des Romanov, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Alexei Romanov manquait à l'appel. Des rumeurs persistaient selon lesquelles il aurait réussi à s'échapper, mais en réalité, son destin était encore plus sombre que celui de sa famille. Près d'un siècle après sa mort, les archéologues ont fait une découverte qui a enfin révélé la vérité troublante. Alexei Nikolaïevitch de la maison Romanov est né le 12 août 1904, derrière les murs éclatants du somptueux palais de Peterhof à Saint-Pétersbourg. Il était le cinquième enfant de ses parents, le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra. Mais ses parents royaux n'étaient que la pointe de l'iceberg. L'arbre généalogique d'Alexei comptait plus de rois et de reines qu'un jeu de cartes. Sa connexion la plus puissante venait de son arrière-grand-mère, la reine Victoria du Royaume-Uni. Cependant, quiconque connaît bien la famille de la reine Victoria sait que ses gènes avaient un défaut fatal. Elle portait le gène responsable de l'hémophilie. Les parents d'Alexei savaient que tout enfant qu'ils auraient pourrait être victime de ces gènes, mais pour l'instant, ils se réjouissaient simplement et priaient pour que leur nouveau tsarévitch soit en bonne santé. La naissance de n'importe quel enfant est un moment de célébration, mais les Romanov étaient bien particulièrement fous de joie à la naissance d'Alexei. Bien qu'il fût le cinquième enfant de Nicolas et Alexandra, Alexei était leur premier garçon. Les parents adoraient leurs 4 filles, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Mais un garçon signifiait que la lignée des Romanov pouvait se perpétuer. Ainsi, lorsque le petit Alexei est arrivé en hurlant dans ce monde, la salle bondée de médecins, d'assistants et de membres de la famille a explosé de joie s'ils avaient su ce que le destin leur réservait. Plus tard ce jour-là, le tsarévitch s'est retiré dans son bureau pour écrire dans son journal, comme il le faisait souvent. Il a écrit que ce jour était un jour grand et inoubliable pour nous. Il n'y a pas de mots pour remercier Dieu, assez de nous avoir envoyé ce réconfort en ces temps d'épreuves douloureuses. Nicolas avait raison. Les affaires en Russie étaient un désastre complet au moment de la naissance d'Alexei. La Russie et le Japon étaient en guerre, et cela se passait mal, en grande partie à cause de l'incompétence du tsar. Il voyait Alexei comme un bon présage. Peut-être que les troubles de la Russie touchaient enfin à leur fin. Malheureusement, il se trompait. Il n'a fallu que quelques instants pour que la célébration de la naissance du tsarévitch Alexei soit entachée d'inquiétude. Au début, il semblait être un enfant parfaitement sain. Sa tante a noté qu'il était un bébé incroyablement robuste, avec une poitrine comme un tonneau et l'allure d'un chevalier guerrier. Cependant, lorsque le moment est venu de couper le cordon ombilical, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. La maladie royale. C'est ainsi que les gens appelaient l'hémophilie à l'époque. La reine Victoria du Royaume-Uni portait le gène de la maladie, ce qui signifiait que tous ses descendants, en particulier les mâles, avaient de fortes chances d'hériter de cette condition. Nicolas et Alexandra savaient qu'un des tout fils qu'ils auraient était à risque. Quelques instants après la naissance d'Alexei, ils ont réalisé que leur crainte était devenue réalité. Alexei Romanov souffrait d'hémophilie, et cela allait définir la vie bien trop courte de ce pauvre enfant. La condition d'Alexei a forcé ses parents à prendre une décision incroyablement difficile. Ils ont gardé le secret. Seules les personnes qui devaient absolument savoir étaient dans la confidence. Cela laissait de nombreux membres proches de la famille, ainsi que le public russe dans son ensemble, complètement dans l'ignorance. Nicolas a fait de la maladie de son fils un secret d'État à garder à tout prix. Il n'a pas fallu longtemps pour que ce secret commence à peser sur la famille. Il ne fallut pas longtemps non plus avant que des gens du monde entier fassent des suppositions sur ce qui affligeait le jeune prince russe. Certains pensaient simplement qu'il s'agissait de tuberculose.
D'autres croyaient que la couche externe de sa peau manquait totalement. Après une hémorragie particulièrement menaçante pour sa vie, la presse a spéculé qu'un nihiliste enragé avait attaqué le tsarévitch avec un couteau. Dans la plupart des cas, la famille royale aurait immédiatement mis fin à de telles rumeurs scandaleuses, mais leur secret leur liait les mains. Alors que le silence incompréhensible du tsar se prolongeait, les gens ne pouvaient s'empêcher d'imaginer le pire. Cependant, derrière les portes closes, la réalité était d'une certaine manière encore pire que tout ce que les amateurs de ragots auraient bien pu imaginer. Les coupures qui ne cessent d'enseigner ne sont pas les seuls problèmes liés à l'hémophilie. Il y avait d'innombrables autres symptômes et préoccupations qui faisaient partie intégrante de la vie quotidienne d'Alexei Romanov. Mais le pire, de loin, était lorsque des lésions internes faisaient s'infiltrer du sang dans ses articulations. Comme l'a dit son médecin, le sang détruisait les os et les tendons. Il ne pouvait ni plier ni déplier ses bras ou ses jambes. En 1907, Alexei Romanov, alors âgé de 3 ans, a trébuché et s'est blessé à la jambe. Tout à fait normal pour un garçon de son âge. Mais Alexei Romanov n'était pas comme les autres garçons. Cette chute mineure a provoqué une hémorragie interne. En quelques heures à peine, le petit tsarévitch semblait être aux portes de la mort. Il était alité, tordu de douleur, avec des cernes sombres sous les yeux et une jambe effrayante enflée. Les médecins ont frénétiquement tout fait pour sauver le garçon, mais rien de ce qu'ils faisaient n'avait d'effet. La famille devenait désespérée, et c'est ainsi qu'ils ont cherché de l'aide dans un endroit sinistre. Les Romanov manquaient d'options, mais ils feraient n'importe quoi pour sauver Alexei. Alexandra a fait appel à un étrange mystique de Sibérie qui prétendait pouvoir guérir le garçon. Il s'appelait Grigori Raspoutine, et la tsarine l'a invité directement dans le palais royal. Il a prié sur le corps frêle d'Alexei et a dit « Ta douleur s'en va. Tu seras bientôt guéri. Tu dois remercier Dieu de t'avoir guéri, et maintenant, dors. » Puis Raspoutine est parti, et les Romanov ont prié pour un miracle. Et ils l'ont obtenu. Le lendemain matin, Alexei Romanov était un enfant totalement différent. Alors qu'il était auparavant en proie à l'agonie, à peine capable de bouger, il s'est assis dans son lit, la fièvre disparue, les yeux brillants et l'enflure de sa jambe complètement envolée. C'était véritablement un miracle. À partir de ce jour, le tsar et la tsarine faisaient confiance à Raspoutine plus que tout lorsqu'il s'agissait de la santé d'Alexei. Il semblait avoir guéri le garçon, alors que tout espoir était perdu. Mais inviter ce mystique dans leur vie a eu des conséquences terribles. Avec le recul, la décision des Romanov de garder la maladie d'Alexei secrète était désastreuse. Le monde entier pouvait voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le garçon, mais sans connaître la vérité, les esprits étaient libres d'imaginer le pire. Puis, lorsqu'un étrange chaman barbu est apparu, prétendant avoir des pouvoirs de guérison mystique, et a gagné une influence incroyable sur le tsar et la tsarine, les gens, à juste titre, ont eu quelques problèmes avec cela aussi. Peut-être que ceux qui ne connaissaient pas la nature exacte de la maladie d'Alexei Romanov pensaient que sa famille dorlotait trop, mais ils ne réalisaient pas à quel point c'était grave. Quand Alexei avait 8 ans, il a fait une promenade en calèche avec sa mère dans les bois. Ça semble assez normal, non? Eh bien, pour Alexei, rien n'était normal. En quelques minutes, il était à peine conscient. Il avait souffert de nombreuses crises similaires auparavant, mais celle-ci était particulièrement terrifiante. Enfant, les parents d'Alexei devaient endurer ses cris et ses pleurs lorsqu'il souffrait d'une hémorragie. C'était insupportable, mais maintenant qu'il avait 8 ans et pouvait parler,
c'était encore plus douloureux. La tsarine restait à ses côtés à travers tout cela. Nicolas restait avec elle aussi longtemps qu'il pouvait le supporter, mais il finissait toujours par quitter la pièce en larmes, incapable de voir son fils souffrir. Alexandra n'avait plus qu'une option. Elle a envoyé un télégramme à Raspoutine. Cette fois, Raspoutine n'était pas là pour prier au chevet d'Alexei, mais ses mots remplissaient encore la tsarine d'espoir. Il a simplement écrit « Le petit ne mourra pas. Ne laissez pas les médecins trop le déranger. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Malgré leurs protestations, Alexandra a limité les contacts des médecins avec son fils et a prié pour que les mots de Raspoutine se réalisent. Les médecins n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'Alexei a soudainement récupéré en quelques heures seulement après le télégramme de Raspoutine. Il ne pouvait trouver aucune explication médicale à ce revirement, mais il ne pouvait nier que le garçon allait mieux. Les jours passaient et la force d'Alexei continuait de croître. Malheureusement, ce miracle a conduit les Romanov sur une voie sombre. Au début, c'était surtout la tsarine qui comptait sur Raspoutine. Le tsar, quant à lui, voyait le mystique avec une certaine dose de scepticisme. Mais après cette dernière guérison, Nicolas était convaincu. Raspoutine était là pour rester, bien que sa présence insidieuse n'ait fait qu'accroître la méfiance grandissante que le peuple russe avait envers ses dirigeants. Pour l'instant, tout ce qui comptait pour eux était qu'Alexei Romanov se rétablissait. Il était libre de grandir, bien qu'en grandissant, il devienne un petit diable. Même à seulement 6 ans, Alexei Romanov avait assez d'arrogance pour toute une vie. Il a pris l'habitude de donner des ordres à ses sœurs, et pire encore, elles obéissaient, cédant aux exigences du garçon. Très vite, le garçon en or est devenu un enfant gâté. Ce n'était qu'un garçon, mais Alexei savait qu'il avait du pouvoir sur les gens du palais. Malheureusement, Nicolas ne faisait pas grand-chose pour freiner son petit héritier gâté. Nicolas croyait que Dieu lui-même l'avait choisi pour être le tsar, et donc qu'il était totalement infaillible et incontestable. Cela signifiait aussi qu'il aimait quand son fils donnait des ordres aux autres. Nicolas apprit à Alexei que Dieu l'avait également choisi, et Alexei y croyait. Malheureusement, c'était cette même croyance, leur propre infaillibilité, qui a conduit les Romanov dans la cave humide dont ils ne sortiraient jamais. Puisqu'Alexei n'entendait presque jamais le mot « non », il n'est pas surprenant que peu de gens pouvaient le contrôler. Ses sœurs ont fini par craindre son caractère colérique, et elles pouvaient faire peu de choses pour ramener leur jeune frère à la raison. La seule personne qu'ils pouvaient était leur père, et le tsar trouvait généralement l'arrogance d'Alexei délicieuse, donc il n'était pas d'une grande aide. Malgré ces tendances frustrantes, ceux qui connaissaient Alexei savaient qu'il avait un charme et un charisme indéniables. Bien que désobéissants, la plupart des gens du palais supportèrent ses frasques avec plaisir. On pourrait penser qu'ils en voudraient à ce petit monstre qui leur donnait des ordres et enfreignait leurs règles, mais Alexei Romanov était plus compliqué que cela. Il pouvait être brillant, réfléchi et gentil. Et tragiquement, il possédait une connaissance de sa propre mortalité qu'aucun enfant ne devrait avoir. Le garçon avait frôlé la mort plusieurs fois avant l'âge de 5 ans, et il savait que notre temps sur Terre n'était pas garanti. Il savait que sa maladie pouvait l'emporter à tout moment, bien qu'il n'ait pu savoir que sa fin serait bien plus tragique que cela. Pour Alexei Romanov, le déclenchement de la Première Guerre mondiale était une aubaine, fatigué d'être enfermé dans le palais avec peu à faire. Le tsarévitch a eu l'occasion de rejoindre son père au quartier général de l'armée russe. Bien que l'on puisse penser que le prince gâté détesterait vivre à la dure avec les soldats, Alexei était au paradis. Il admirait les hommes autour de lui et a même commencé à refuser ses repas somptueux, ne mangeant que le pain noir des rations des soldats.
C'est aussi pendant son séjour au quartier général qu'Alexei a montré les premiers signes qu'il pourrait devenir un bon dirigeant après tout. Bien que sa position ait gonflé son ego, il prenait généralement ses responsabilités très au sérieux. Lorsqu'un officier a appris que son fils était mort au front, Nicolas a envoyé Alexei pour s'asseoir avec le père en deuil. Bien qu'encore un garçon, Alexei a fait preuve d'une maturité au-delà de son âge, en réconfortant l'homme. Approchant de l'adolescence, ce petit diable commençait enfin à trouver sa voie. Malheureusement pour Alexei et le reste des Romanov impériaux, la Première Guerre mondiale a marqué le début de la fin. Alors qu'Alexei grandissait, son père faisait de plus en plus de gâchis en Russie. Enfin, ses décisions désastreuses pendant la Première Guerre mondiale ont poussé le peuple trop loin. Lors de la Révolution de février 1917, les révolutionnaires ont appréhendé toute la famille royale, y compris Alexei, et ont forcé Nicolas à abdiquer son trône. Bien sûr, un garçon gâté comme Alexei n'a pas bien pris la captivité. Alors qu'il était emprisonné à Tobolsk, il a écrit sur son ennui insupportable et a supplié Dieu d'avoir pitié de lui. Ne nous méprenons pas. Les Soviétiques gardèrent la famille royale dans un manoir extravagant, et ils avaient encore certains de leurs serviteurs avec eux. Mais pour Alexei, c'était une torture. Alors, il a fait ce qu'il faisait toujours. Il s'est rebellé. De son point de vue, la vie ne pouvait pas être pire. Alors il a commencé à défier le destin. Il jouait bruyamment avec un garçon de cuisine nommé Leonid Sidnev et prenait des risques qu'il n'aurait jamais pris auparavant. À un moment donné, il a descendu les escaliers en luge. Dangereux pour n'importe quel garçon, mais potentiellement fatal pour Alexei. Alexei connaissait le risque, mais il a descendu ces escaliers quand même. Il est douteux qu'il ait réalisé à quel point ce voyage serait grave. Il s'est blessé à l'aine, provoquant une hémorragie interne qui a rapidement empiré. En quelques heures, il pouvait à peine lever la tête, encore moins marcher de lui-même. Il avait besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Il ne pouvait pas le savoir, mais il ne marcherait plus jamais de lui-même. Le 16 juillet 1918, l'un de leurs gardes a annoncé que le camarade de jeu d'Alexei, Leonid Sidnev, quittait le manoir pour rendre visite à son oncle. La famille était furieuse. Sidnev était le seul ami d'Alexei. Comment pouvait-il partir si brusquement? Bien sûr, aucun d'eux ne connaissait la sombre vérité. Sidnev n'est pas parti pour rendre visite à son oncle. Il est parti parce que les gardes ne voulaient pas qu'il soit témoin de ce qui allait se passer. Plus tard cette nuit-là, les gardes ont précipité les Romanov dans une cave sombre. Nicolas a exigé qu'ils apportent au moins des chaises pour sa femme et son fils malades. Après avoir apporté les chaises, un garde a dit aux Romanov d'attendre l'arrivée d'un camion pour les transporter vers un lieu sécurisé. Cependant, quelques minutes plus tard, la porte s'est rouverte. Cette fois, plusieurs gardes sont entrés, et l'un d'eux tenait un morceau de papier. Il a fait face au Romanov et l'a lu à haute voix. Nikolai Alexandrovitch, en raison du fait que vous et vos proches continuez votre attaque contre la Russie soviétique, le comité exécutif de l'Oural a décidé de vous exécuter. Après cela, il n'y a pas eu le temps de réagir. En quelques instants, la fumée et l'odeur âcre de la poudre à canon remplit la pièce. Les gardes, qu'ils soient inexpérimentés, nerveux, ivres ou une combinaison des trois, n'ont pas réussi à offrir aux Romanov une fin rapide. Leurs armes se sont finalement tues, mais alors que la fumée commençait à se dissiper, ils ont rapidement réalisé que l'exécution avait terriblement mal tourné. La première chose qui a brisé le silence fut les gémissements des enfants Romanov. Les parents gisaient immobiles, mais Alexei et ses sœurs respiraient encore. Chacun d'eux avait des bijoux cousus dans leurs vêtements sous forme de contrebande depuis le palais.
Les diamants avaient réussi à dévier les tirs suffisamment pour qu'aucune balle n'ait porté un coup fatal à l'un des enfants. Un officier a ordonné aux gardes d'utiliser leurs baïonnettes sur les enfants à la place. Un par un, les enfants Romanov restants ont cessé de bouger. C'était un destin horrifiant pour des enfants dont le seul crime était de partager le sang de leur père. Mais ce n'était pas encore la fin de l'histoire. Avec Alexei et sa famille hors du tableau, les bolcheviks devaient maintenant effacer toute trace de l'exécution bâclée. Les gardes ont dépouillé les Romanov de tous leurs vêtements, les ont conduits dans une mine abandonnée, les ont aspergés d'acide sulfurique pour que personne ne puisse les reconnaître, puis les ont jetés dans l'obscurité en contrebas. C'était le lieu de repos final de la famille Romanov, sauf pour Alexei et l'une de ses sœurs. Les gardes avaient un plan pour eux, espérant qu'ils détourneraient quiconque chercherait les royaux disparus. Alexei Romanov n'a pas pu reposer avec ses parents. Les gardes ont pris ses restes, ainsi que ceux de l'une de ses sœurs, et les ont jetés dans une fosse plus petite, à environ 50 pieds de la fosse commune. Ils pensaient que quiconque trouverait les restes au fond de la mine ne devinerait pas qu'il s'agissait de la famille royale, car le tsarévitch et l'une des filles n'y seraient pas. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les gardes étaient principalement incompétents, mais leur plan a en fait fonctionné pendant un temps. Des archéologues amateurs ont découvert le site de la tombe des Romanov en 1979, mais ils ont vite réalisé que quelque chose n'allait pas. 2 corps manquaient, celui de l'une des filles et celui d'Alexei. Des rumeurs ont persisté pendant des décennies longues, lesquelles le garçon aurait peut-être réussi à s'échapper. Jusqu'en 2007, près d'un siècle après sa mort, des chercheurs ont trouvé les restes d'un garçon préadolescent et d'une jeune femme dans un foyer à proximité. Des tests ADN ont confirmé que les ossements appartenaient à Alexei et à sa sœur Maria. Enfin, après un siècle, le mystère de la fin des Romanov a été résolu, une fois pour toutes. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres similaires, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et de laisser un like et un commentaire sur la vidéo. Merci d'avoir regardé.